Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Afelio sur la thématique du testing automatique. Nous avons plus de 120 personnes inscrites, ce qui démontre bien l'intérêt pour chacun de ce sujet hautement important. Je suis Anne-Françoise Bayard et je suis marketing consultant chez NRB. Afelio fait partie du groupe NRB, un des plus grands groupes belges de services informatiques, dont la mission est d'accompagner les sociétés privées et publiques dans leur transformation digitale à l'aide d'une offre de services de bout en bout. Notre large portefeuille de services comprend plusieurs éléments. Nous avons de l'hébergement, de l'infrastructure, du cloud hybride, des experts, de la consultance, mais également des équipes spécialisées dans le développement de logiciels. C'est le cas pour Afelio, qui est notre filiale spécialisée dans le développement d'applications web et mobile sur mesure. Denis Willems y est Test Lead Analyst et il va nous expliquer aujourd'hui leur méthode de testing automatique, également appelée Building Quality. Denis a rejoint l'équipe Afelio en 2016. Il s'est rapidement spécialisé dans l'automatisation des tests avant de s'intéresser aux méthodologies agiles de test. Actuellement, il coordonne les tests pour notre client SPW, dont l'objet de ce webinaire est le testing automatique pour le compte du PRI. Il mène un groupe de travail lié à l'amélioration continue des activités de test, mais également d'assurance qualité. Voilà, comme chaque webinaire, quelques petites informations pratiques. Ce webinaire est enregistré. Vous allez recevoir dans les prochains jours un email avec le replay de cet enregistrement, mais également les slides qui vont vous être présentés. Tous les micros sont désactivés. Néanmoins, vous avez la possibilité de poser vos questions via la fonctionnalité questions et réponses, symbolisée par le point d'interrogation sur le dessus de votre écran. Je vais rassembler toutes les questions et à la fin de la présentation de Denis, qui dure plus ou moins 30 minutes, je poserai toutes les questions et il y répondra avec plaisir. Voilà, il est temps pour moi de céder le micro à Denis, notre spécialiste, notre orateur du jour. Denis, le micro est à toi. Merci Anne-Françoise, bonjour à tous. Je suis également ravi de voir le nombre de réponses qu'il y a eu à cette invitation, ce qui est bien la preuve que nous avons tous la qualité à cœur, que vous, métiers, clients, avez à cœur de fournir à vos utilisateurs un outil efficace, performant, voire même agréable pour réaliser vos missions. Que nous, prestataires, nous avons à cœur de réaliser des systèmes efficaces, performants et agréables, somme toute des objectifs assez similaires. Pour vous illustrer mon propos, nous avons choisi de vous présenter le dossier DUF-PRI du service public de Wallonie. Vous comprendrez très vite que c'est un dossier majeur tant pour le SPW que pour le groupe NRB. Je n'irai pas trop dans les détails, ce n'est pas l'objet du jour, et certains parmi vous connaissent bien mieux le sujet que moi. L'important ici est plutôt de vous montrer les défis que nous avons dû surmonter et qui ont nécessité une approche qualité ambitieuse. Cette approche qualité ambitieuse, bien sûr, je vais vous la présenter, c'est pour ça que je suis là. Quelques mots donc sur Built-in Quality, notre réponse à tous ces défis. Built-in Quality, ce n'est pas propre à PRI, c'est plutôt un ensemble de pratiques que nous mettons en œuvre et que nous améliorons de projet en projet. Et enfin, concrètement, je vous montrerai brièvement comment ces pratiques s'articulent au sein du programme DUF-PRI. Nous mettrons un petit peu les mains dans le cambouis, mais rassurez-vous, ça restera accessible à tout le monde. Les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce webinaire m'ont d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait aucun prérequis particulier pour suivre ce que je vais pouvoir vous raconter. Vous devriez tous y trouver votre compte. Voilà, si vous avez reçu cette année, l'année précédente plutôt, votre investissement extrait de rôle pour le précompte immobilier, c'est qu'on a bien bossé. C'est peut-être pas folichon dit comme ça, mais derrière cet impôt, il y a tout le financement de la région, des provinces et des communes. C'est donc évidemment un projet critique. Et vous le savez peut-être, depuis l'an dernier, c'est une compétence régionale. Donc en plus d'être le bénéficiaire principal de l'impôt, la région wallonne est désormais l'organisateur de la collecte, de l'organisation de cet impôt. Ça veut dire qu'un agent de la région
a été paramétrisé, cet impôt, et par exemple, a encodé les centimes additionnels décidés pour votre commune, que votre décision cadastrale a pu être enrôlée, c'est-à-dire en gros que les calculs ont été effectués, vérifiés bien entendu, validés, que votre AER a pu être généré, qui vous a été envoyé. Il vous a été envoyé par une société tierce en fait, mais tout ça de manière tout à fait transparente pour les agents du SPOE et pour l'utilisateur. C'est-à-dire que nous avons dû nous intégrer avec le système informatique de ce prestataire de manière à pouvoir automatiser toutes ces opérations. Peut-être que comme vous avez reçu le courrier, vous n'étiez peut-être pas content et vous avez dû appeler les services du SPOE. Peut-être même que vous n'avez pas été content du tout et qu'un dossier contentieux a dû être ouvert. Derrière tout ça, ce sont toute une série de flux métiers. Ce sont plus de 500 agents qui travaillent et qui avaient besoin d'un outil informatique unifié, donc justement pour rassembler l'ensemble des processus métiers autour du précompte immobilier. Et à terme même, l'ambition du SPOE est de définir un nouveau socle informatique unifié autour du concept de dossier unique fiscal, le fameux DUF de DUF-PRI, destiné donc à assurer la continuité, l'efficience et l'équité de traitement de la perception des impôts actuels et futurs de la région. Pour y arriver, bien entendu, nous avons dû mettre en place une architecture complexe, d'un point de vue matériel, bien sûr, mais d'un point de vue logiciel aussi. C'est la configuration de toute une série d'outils complexes, mais aussi le développement de modules sur mesure et l'intégration avec tout l'écosystème de la région, du fédéral, etc. Donc c'est donc un projet de développement particulièrement exigeant, c'est du sur-mesure, c'est de l'inédit, basé sur des hypothèses soigneusement mesurées, bien sûr, mais comme tout projet qui s'accompagne d'une certaine dose d'inconnu, de risques que nous devons anticiper et mitiger. Plus de 200 intervenants ont été nécessaires pour mettre en place cette solution, issue de plusieurs structures ou sociétés. Je parlais de risques. Le nombre d'intervenants ici représente également un risque non négligeable, un risque de confusion, de mauvaise communication, de mauvaise organisation. Afellio a été en charge de l'architecture globale du projet d'abord, de toute l'interface graphique, donc de l'outil proprement dit utilisé par les agents, et des modules communs de DUF. Nous avons confié certains modules propres au PRI à un partenaire, mais vous verrez qu'ils ont utilisé la même méthodologie que nous, et c'est loin d'être innocent. De plus, en tant qu'intégrateur des différentes couches, Afellio est devenu de facto une sorte de garde-fou, de garant de la qualité de la solution en cours de développement. En effet, il nous fallait développer une solution opérationnelle, c'est-à-dire évidemment conforme au cahier des charges, mais surtout utilisable par tous les agents dont c'est devenu l'outil de travail principal. Il nous fallait livrer la solution dans les délais prescrits, indispensable dans ce cas-ci. Imaginez-vous l'impact d'un retard qui aurait provoqué une incapacité pour la région de reprendre les nouvelles compétences. Ça aurait eu évidemment des conséquences dramatiques sur les financements des régions, des provinces ou des communes. Je pense aussi des conséquences dramatiques sur la réputation du service public et du groupe NRB. Il nous fallait garantir l'évolutivité de la solution. C'est une solution destinée à évoluer, peut-être pour y adjoindre de nouveaux besoins métiers, mais vous l'avez vu ultérieurement, de nouveaux impôts. Et vous verrez que garantir l'évolutivité de la solution, ça nécessite également d'adapter la démarche de qualité de testing à cette composante. Et l'objectif est de limiter au maximum l'émergence de ces défauts, les fameux bugs. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous donner deux faits méconnus ou plutôt sous-estimés à propos des bugs. On pourrait croire que des bugs, ce sont des erreurs faites par les développeurs. En fait, dans ce schéma un peu empirique, on se rend compte que les erreurs de codage sont au final assez rares, notamment grâce aux multiples procédures que nous mettons en place. Par exemple, chez Afellio, il y a ce qu'on appelle le peer review,
tout code qui va être intégré dans la solution finale sera relu par un autre collègue. Même les erreurs d'intégration, l'intégration c'est le ciment entre les différentes couches, entre ces couches qui sont parfois développées par des équipes différentes. Ces erreurs d'intégration, souvent source de problèmes plus difficiles à anticiper, au final ça représente assez peu de bugs, notamment grâce à notre approche par contrat de service. En fait, la plupart des erreurs sont plutôt dues à un manque de connaissances précises de ce qui est à développer. Des éléments peut-être mal compris ou diversement interprétés. Des lacunes parfois même au sein des exigences. Il n'est pas rare de trouver des incohérences entre ce qui a été écrit par quelqu'un à un moment donné et peut-être par quelqu'un d'autre plusieurs mois plus tard. Même avec tout le soin qu'on peut apporter à ces exigences, il y a peut-être un cas particulier qui nous a échappé, qui apparaîtra en fil de route, voire même un changement imprévu, nécessitant alors une modification de l'application en cours de route, cette modification pouvant engendrer la bête noire des équipes de développement informatique, la régression, c'est-à-dire quelque chose qui a été correctement développé, qui a été correctement testé, mais qui plus tard cesse de fonctionner suite à un changement ailleurs de l'application. Deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, c'est ce schéma un peu compliqué, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Le coût de correction d'un bug croît de manière drastique en fonction du moment où il est détecté. Imaginez ici sur le schéma que nous découvrons le bug pendant le développement et donnons-lui un coût, voilà, un coût de base, disons de 5. Si on découvre ce bug au moment où nous testons en interne l'application, eh bien, il va falloir revenir en arrière, ressolliciter les équipes, retester. Son coût aura déjà doublé. Si c'est en phase de test utilisateur, lorsque le client ou l'utilisateur final teste que ce bug est découvert, ce coût aura déjà atteint un niveau de 15 et pourra même doubler, voire plus, en production pour atteindre ici un niveau de 30. Donc, si on découvre ce bug en production, imaginez-vous par exemple l'impact que pourrait avoir un arrêt de la production, des erreurs de calcul dans le cas du précompte immobilier, l'impact réputationnel de ce bug, bref, un coût de 30. Or, si ce bug avait pu être découvert avant l'implémentation, au moment du design de l'application, donc de l'analyse détaillée de cette application, il aurait eu un coût de 1. Donc, un coût estimé à 30 fois moins que ce qu'il aurait coûté s'il avait été détecté en production. Souvenez-vous, une des causes principales des défauts est justement un défaut au sein de ces exigences. La méthodologie que je vais vous présenter permet de tester avant même l'implémentation, réduisant d'autant le coût de correction de ces bugs que l'on va inévitablement détecter. Pourquoi est-ce que les méthodes traditionnelles, utilisées depuis pas mal d'années, sont insuffisantes pour répondre à ces défis? Dans une approche traditionnelle, après une longue phase d'analyse et une non moins longue phase de développement, on va prévoir une longue phase de test et de validation. Ça paraît tomber sous le sens, et c'est vrai que c'est un gros travail. Il faut vérifier tous les cas qui ont été imaginés dans le cahier des charges, en espérant qu'on ait pensé à tout dans cette phase initiale. Il faut vérifier également l'adéquation avec les besoins du métier, mais est-ce que c'est vraiment nous, experts, certes, mais experts externes de l'organisation, qui pouvons déterminer si c'est vraiment adéquat aux besoins? Et si on détecte un défaut à ce moment, eh bien, il va falloir l'analyser, le corriger, le retester. Et si en retestant, on reclique un défaut, eh bien, il va falloir l'analyser, le corriger, le retester. Bon, je peux continuer comme ça longtemps, vous avez compris le principe. Le dessin sort de mon écran, illustrant de manière très visuelle un département de planning fort probable dans ce cas de figure. De plus, si on confie entièrement le test à une équipe dédiée, cloisonnée, silotée,
L'information leur parviendra en bout d'une longue chaîne, une sorte de téléphone arabe, permettez-moi l'expression, où chaque maillon peut être source d'une perte d'information, d'une mauvaise interprétation, responsable peut-être d'un mauvais développement, d'un test non pertinent et donc au final une qualité non maîtrisée. Sans compter la lourdeur de tous ces processus, les pertes de temps que ça engendre pour transmettre l'information, la corriger et le cas échéant refaire toute la chaîne, bref, ça ne permettra pas de répondre à nos défis. Alors vous allez me dire, nous maintenant on fait de l'agile. En agile, c'est vrai, on livre de manière itérative, dans le cadre de PRI, toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, donc, nous avons l'occasion, le métier a l'occasion de vérifier et valider ce qui a été développé, réduisant d'autant cet effet tunnel, c'est-à-dire la durée entre la réalisation et le premier feedback. Voilà, donc ça permet effectivement un retour d'informations sur le produit plus rapide et donc une correction plus rapide. Mais restreindre l'agilité aux livraisons itératives serait bien naïf et en fait totalement inefficace. En fait, on remplace le modèle en cascade que je vous ai présenté tout à l'heure par une succession de petites cascades, de petits tunnels qui se clôturent chacun par une phase de test. Donc on est donc toujours bien dans une approche a posteriori, une approche de contrôle. Si on y découvre un bug, il faudra quand même revenir en arrière de quelques semaines. Si ce bug nécessite de retravailler l'analyse, c'est peut-être un mois et demi en arrière qu'il va falloir revenir. Sans compter qu'on n'est toujours pas à l'abri d'une agrégation qu'il nous faudra revenir encore plus loin. Pour éviter ces fameuses agrégations, en fait, il faudrait pouvoir tout retester à chaque livraison, à chaque fois, ce qui rend les phases de test de plus en plus lourdes, empiétant même sur le travail de développement. C'est ce qu'on appelle la perte de vélocité des équipes. Ajoutons maintenant à ce schéma les acteurs, et vous imaginez bien dans quel capharnaüm on peut se retrouver en cours de projet et tout le risque de confusion qui va avec. Ça ne suffira pas. Building Quality propose une approche différente où nous allons commencer par supprimer les phases de test, ou plutôt les intégrer directement aux activités d'analyse et aux activités de développement. Tester l'analyse avant que la solution ne soit implémentée, c'est effectivement bien ça l'objectif. Si un bug y est découvert, il sera corrigé, il sera traité immédiatement. Si ce bug est découvert pendant une phase de développement, pareil, il sera immédiatement traité. Et pour que la majorité de l'effort de test reste concentré sur l'itération actuelle, ce qu'on est en train de développer, nous allons nous baser sur l'automatisation pour détecter, en temps réel ou presque, les régressions. Vous verrez également dans un instant que lors de chaque itération, nous multiplions les interactions entre les profils différents. En effet, en intégrant ces activités, nous réduisons le cloisonnage entre les métiers, nous construisons les choses ensemble plutôt qu'en se refilant le flambeau. En fait, d'une approche en course-relais, nous allons plutôt vers une réelle approche collaborative, réduisant d'autant les risques d'interprétation ou de mauvaise compréhension. Et ce, bien sûr, d'une manière structurée, organisée, qui permet de réutiliser les artefacts co-construits plutôt que réinventer la roue à chaque étape, ce qui est évidemment également une source d'erreur et de perte de temps. À cette théorie, comment concrètement est-ce que ça fonctionne? Building Quality, je vous l'ai dit, c'est un ensemble de pratiques. Ici, j'ai choisi d'en mettre en évidence 3 ou 4 qui vous montreront comment et pourquoi nous définissons ensemble des exemples d'utilisation pertinents. Nous nous en servons pour développer avec pertinence justement et justesse. Nous réalisons des tests fonctionnels automatisés réalistes. Nous mettons en place des garde-fous pour prévenir l'intégration de défauts. Nous déployons complètement la solution au moins une fois par jour dans nos environnements de développement, de manière à réduire le risque à chaque déploiement chez le client. Vous le savez peut-être, en méthode agile,
chaque comportement est décrit sous forme de récit utilisateur, user story, c'est-à-dire un objectif, une plus-value décrite du point de vue d'un utilisateur. Avant les développements, nous allons écrire toute une série de cas d'utilisation concrets décrivant des exemples de comment doit se comporter l'application. Ces exemples sont préparés par nos spécialistes du test, mais en interaction constante avec nos analystes, qui connaissent bien les besoins métiers, avec nos développeurs, qui connaissent également les risques techniques, et surtout avec les représentants métiers, les futurs utilisateurs, qui quelque part sont ceux qui connaissent le mieux leurs propres besoins. De plus en plus d'ailleurs, nous privilégions des réunions de travail en direct, plutôt que l'envoi d'une lourde documentation, des ateliers récurrents qu'on appelle test review, destinés justement à cette co-construction de ces exemples d'utilisation que nous appelons critères d'acceptance. Cette première étape, est peut-être la moins spectaculaire, mais c'est certainement la plus importante de la méthodologie parce que c'est celle qui va permettre à chacun de se projeter dans l'application avant qu'elle ne soit développée, qui va permettre à chacun d'en éprouver les hypothèses, de s'assurer d'une compréhension mutuelle équivoque de ce qu'il y a à réaliser, et au final, que tout est prêt pour que le développement commence dans des conditions optimales. Voici un exemple justement concret. Alors, ne vous souciez pas de la forme ici, c'est tel que ça apparaît dans l'outil de travail des développeurs, mais vous constatez quand même que c'est écrit en français. C'est une forme normalisée, certes, mais compréhensible par chacun. Il faut très peu de temps pour s'y habituer. Par chacun, j'entends par les développeurs, bien sûr, par les testeurs, mais aussi et surtout par le métier. Ici, c'est une suite d'actions. Ouvrir une fenêtre, cliquer sur un bouton, remplir des formulaires, bref, tout ce qu'un agent pourrait être amené à effectuer dans son travail. Dans cet autre exemple, ici, qui a été écrit par notre partenaire en charge justement du module de calcul propre de PRI, on se concentre à l'essentiel, sur l'essentiel. Dans telles conditions, l'impôt à payer sera d'autant. Cette forme permet aux spécialistes des finances de vérifier que le test est juste et cohérent, qu'il couvre bien les cas particuliers, voire même de proposer directement de nouveaux exemples. D'où l'intérêt justement d'une collaboration entre nos spécialistes et le métier, et cette forme compréhensible par chacun permet cette collaboration. C'est bien ça l'intérêt de ce format. Chacun, en fonction de son profil, peut ajouter son point de vue à ce travail collaboratif en utilisant un format commun. Après, bien sûr, il va falloir développer ces comportements. Et il faut savoir qu'en parallèle, des dizaines de tests vont être écrits pour couvrir chaque élément de code par un test rapide, répétable et isolé. Pourquoi isolé? Ça nous permettra, si un de ces tests échoue, de savoir ce qui ne va pas. Si cette unité de code est correctement développée, forcément, les tests passeront. Si ce n'est pas le cas, le développeur sait ce qu'il a à revoir puisque le test est isolé. Vous verrez plus loin que l'ensemble de ces tests sont exécutés à chaque modification du code. L'idée, ce n'est pas tellement de vérifier que ça fonctionne, mais plutôt de s'assurer que ça continuera à fonctionner après les modifications ultérieures apportées par le développeur ou son collègue à la solution. C'est plutôt pour éviter les bugs futurs, en fait. En effet, chaque fois que le développeur soumet son code, l'ensemble de ces tests, appelés parfois tests unitaires ou tests de composants, etc., l'ensemble de ces tests seront exécutés, pas uniquement la partie qui vient d'être écrite, mais l'ensemble de ces tests, avant que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un collègue puisse aller vérifier manuellement le code proprement dit, double vérification si vous voulez, pour éviter l'introduction de bugs au sein de la solution. Le développeur qui va faire ce fameux peer review, cette relecture, se concentrera sur ce qui a été nouvellement modifié. L'automatisation va vérifier ce qui a été précédemment développé et précédemment vérifié.
Ensuite, nous allons pouvoir déployer l'ensemble de la solution. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, c'est fait au minimum chaque nuit, permettant à l'équipe de vérifier concrètement comment tous ces éléments se mettent en place et si la fonctionnalité demandée fonctionne. Et pour ce faire, elle va de nouveau pouvoir se baser sur ces critères d'acceptance, sur ces exemples d'utilisation, de manière à s'assurer que les tests réalisés en interne correspondent bien à l'intention du métier, quelque part. Ici, on a un exemple justement de ces fameux tests. Vous voyez que chaque comportement est exécuté à chaque modification du code. Chacun de ces tests vérifie un comportement, très bien. Mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de voir si l'ensemble fonctionne. Et je vous avais promis qu'on n'allait pas trop rentrer dans le code. Je pense qu'ici, tout le monde ne comprend pas très bien ce qui se passe. Si on se base maintenant sur ces exemples, on va pouvoir s'assurer justement, en plus des tests que je viens de vous montrer, d'une réelle absence d'interprétation de la part du développeur. En fait, dans ce cas-ci, le moteur de test va littéralement lire chacune des lignes et l'interpréter. Ici, pour mettre le système dans un état connu, correspondant aux données qui ont été définies avec le métier, lancer l'action, ici le calcul d'un impôt, je vais dire, et évidemment vérifier les résultats. L'exemple négocié précédemment entre les parties devient un test, ici un test de composants automatisé, en évitant une mauvaise compréhension du développeur et du testeur. Comme je vous l'expliquais, à chaque fois qu'un développeur soumet son code, l'ensemble de ces tests, actuellement dans le cas de PRI, on est à peu près entre 9 et 10 000, je ne sais plus exactement, 9 et 10 000 de ces tests ont été écrits jusqu'à présent, et on continue à en écrire dans les évolutions futures, évidemment. Et bien sûr, si un seul de ces tests échoue, le code est quelque part renvoyé au développeur, qui va devoir revoir sa copie. Si à l'inverse, tous les tests passent, le code va être automatiquement intégré à l'ensemble de la solution, permettant justement le déploiement à tout moment de la solution complète. Cette vérification qui était permise de faire une fois que le système est déployé chez nous, cette vérification que nos testeurs ou nos équipes font directement après l'implémentation et avant la livraison, cette vérification manuelle pourra également être automatisée en utilisant un système assez similaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser également un moteur de test qui va lire chacune des lignes qu'on a écrites tout à l'heure et simuler les interactions humaines qui en découlent. Cliquer sur un bouton, remplir un formulaire ou que sais-je. On n'est pas limité aux actions sur un navigateur. On peut imaginer aussi de parcourir un document Word ou même de simuler des actions non humaines, ce qui n'est pas faisable par un testeur manuel, tel que, je ne sais pas moi, vérifier une valeur en base de données ou ce genre de choses. Même système, donc le travail du test engineer va être de traduire chacune de ces lignes, chacune de ces lignes en actions qui vont être exécutées par le robot d'automatisation et chaque vérification qui va être faite par ce moteur de vérification, ce moteur de test. Voici donc comment ça se présente sur le poste de travail du développeur. Vous voyez que c'est assez rapide. Donc, le moteur va lancer les actions comme le ferait un agent ou un testeur manuel, mais de manière forcément beaucoup plus rapide. Voilà, vous voyez ici que tout a bien fonctionné. Les tests sont verts. Si le résultat reste sur le poste de travail du testeur, ça ne sert pas à grand-chose. Et il serait dommage aussi de devoir attendre son intervention pour prendre action en cas d'échec. Et donc, nous allons systématiquement exécuter tous ces tests chaque nuit. Chaque nuit, donc, l'équipe dispose d'un rapport de ce qui s'est passé la nuit. Ici, l'ensemble de la solution a été complètement reconstruite, complètement redéployée. L'ensemble des tests unitaires ont été exécutés.
Ça a quand même duré plus de 2 heures. Et puis, il y a quand même plus de 10 000 tests. Hein. Et puis, donc, tous ces scénarios automatisés ont également été rejoués de nuit. Ça coûte moins cher que de payer un testeur manuel. Cette opération a pris ici à peu près 3 heures. Et donc, chaque matin, l'équipe dispose d'un rapport complet, qu'il va vous montrer dans un instant. Voilà, donc ici, le rapport est partiellement en erreur pour les besoins de l'illustration. Ça n'aurait aucun intérêt de vous montrer quand tout va bien. Vous voyez que chaque ligne écrite dans le test se retrouve dans ce rapport, avec chaque fois une capture d'écran de ce qui s'est passé avant et après l'opération en question, si ça s'est bien passé ou pas, et la durée d'exécution de chacune de ces étapes. Si ça s'est moins bien passé, en reproduisant chacune de ces étapes, donc ici vous voyez une erreur, le testeur ou l'équipe va pouvoir voir ce qui s'est passé et grâce aux étapes précédentes, reproduire l'incident pour en faciliter l'analyse et disposer de toutes les informations nécessaires pour réagir directement à cette régression le jour même et non pas plus tard après une phase de test ultérieure. Donc, ces tests sont exécutés chaque nuit, comme je vous le disais. Donc, chaque nuit, nous avons la preuve que notre produit fonctionne, qu'il est utilisable en l'état, qu'il est potentiellement livrable. Et justement, quand nous allons, à la fin de l'itération, livrer le produit chez le client, nous allons pouvoir nous consacrer sur ce qui a le plus de sens. Le déploiement va également être partiellement automatisé, ce n'est pas trop le débat du jour. L'ensemble de ces tests de régression vont être exécutés. On vérifie que la solution fonctionne dans l'environnement, peut-être même avec les données du client. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de tests manuels, loin de là. Non, non. Mais les tests manuels vont pouvoir se concentrer uniquement sur l'incrément produit, sur ce qui vient d'être développé. Peut-être pour en vérifier l'ergonomie ou s'assurer que dans la vraie vie, ça correspond bien à nos besoins. Sans compter toute une série de tests plus techniques difficiles à réaliser en amont qui nécessitent justement d'être exécutés au sein de la solution déployée, tels que les tests de sécurité, de performance ou même de résistance. Par exemple, que se passe-t-il si une machine tombe en panne? Une partie de ces tests peuvent également être automatisés, mais le temps passe. Et je voudrais revenir maintenant plutôt sur les avantages qu'on a pu avoir à travers cette méthodologie Built-in Quality. À travers Built-in Quality, ce qu'on développe en fait, c'est plutôt une confiance. Une confiance parce qu'on se comprend mieux. On utilise le même langage et les mêmes outils. Une confiance parce qu'on dispose de rapports compréhensibles par chacun. Une confiance accrue parce qu'on peut livrer plus vite et concentrer l'effort de test manuel sur ce qui a le plus de valeur ajoutée. Built-in Quality, c'est notre assurance contre les erreurs de compréhension, contre les surprises de dernière minute et contre, au final, un produit de piètre qualité. Voilà, ainsi se termine mon intervention. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me poser vos questions via le chat et j'y répondrai avec plaisir. Merci Denis. Effectivement, nous avons reçu plusieurs questions via le chat. Alors, la première question concerne le bénéfice de cette méthode. Et la question est, quelle est la plus-value de cette méthode par rapport à des enregistreurs de tests comme Selenium IDE? Oui, effectivement, il existe des outils qui permettent, un peu comme nos moteurs de test, d'enregistrer les actions d'un testeur manuel et de reproduire ces actions ultérieurement. Et c'est vrai que ces outils permettent d'avoir un résultat beaucoup plus rapide, mais dans un nombre très très limité de cas. La difficulté principale lorsqu'on réalise un test est d'avoir un test répétable. Et pour ça, il faut s'assurer qu'on soit dans un même système. Imaginez par exemple qu'on doit traiter un dossier. En enregistrant une séquence, je vais ouvrir un dossier et le traiter, etc., etc.
Mais peut-être que le dossier que je vais ouvrir comme ça par cette méthode enregistrée ne correspondra pas en fait à ce dont j'ai besoin pour tester. Ici, on utilise un réel langage de programmation. Donc, on va pouvoir ajouter un minimum de logique métier justement pour s'adapter au contexte réel dans lequel on se situe. J'ai expliqué tout à l'heure aussi qu'on peut aller plus loin que du simple test de navigateur. Je ne sais pas, moi, dans le cas de PRI, par exemple, on a pu tester ce qui se passe quand on reçoit un mail. Je vous parlais du service aux contribuables. Quand vous appelez le service public de Wallonie pour une question sur votre précompte immobilier, eh ben, nous avons un test qui envoie un mail et qui vérifie le comportement de l'application dans ces cas-là. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire avec un enregistreur. Mais surtout aussi, avec les enregistreurs, ça reste quelque chose qu'on peut faire après le développement. Ici, l'intérêt majoritaire de la méthodologie, c'est pas tant de pouvoir vérifier après, mais surtout de se mettre d'accord avant sur ce qu'il y a à réaliser. Et ça nécessite built-in quality, je veux dire. Alors, Denis, on a reçu quand même pas mal de questions dans le chat. La question suivante est, est-il aussi utile d'automatiser les sanity tests et les smoke tests comme pour les régressions de tests? Oui, ben, donc, ces tests seront exécutés à chaque livraison. Donc, on va définir qu'est-ce qu'on veut vérifier à chaque livraison. Il faut être honnête, le coût de développement et de maintenance de ces tests n'est pas nul. Donc, c'est une stratégie qu'on met en place pour avoir le meilleur rapport coût-bénéfice, je vais dire. Vous avez vu également que dans le cas de PRI, on avait besoin de 3 heures pour exécuter l'ensemble des scénarios. Ça s'explique par le nombre important de scénarios que nous avons automatisés et les flux parfois très complexes, notamment dans le cadre d'un traitement de dossier contentieux. Même manuellement, ça prend énormément de temps à tester. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie? On va sélectionner un cas restreint, un nombre de cas restreints prioritaires, qu'on appelle les smoke tests, qui vont être effectivement automatisés en priorité et surtout exécutés en priorité. Typiquement, c'est ce qu'on fait dans PRI. On a un premier set qui dure à peu près une vingtaine de minutes, qu'on exécute en interne pour avoir rapidement un premier feedback, pour checker les zones de risque qu'on connaît. Si déjà à ce stade-là, on a découvert quelque chose n'allait pas, l'équipe intervient immédiatement. Cette première étape, smoke test, passe, on est déjà plus en confiance et on va lancer la suite complète de régression qui, elle, dans le cas de PRI, donc dure effectivement un peu plus de 3 heures. Alors, la question suivante, c'est 10 000 cas de test. Quels sont les efforts pour les maintenir? En fait, c'est un effort négatif, je vais dire. Je m'explique. Donc, le but de ces tests, donc on est bien des tests structurels, ce n'est pas vraiment le débat du jour, hein, mais c'est tous ces tests structurels qui vont couvrir le code. D'une part, ils vont aider le développeur à structurer sa pensée. De nouveau, c'est un petit peu en dehors du cadre de ce test, ça concerne vraiment une pratique de développement plutôt qu'une pratique de test. Mais ce qui est important, c'est que au moment où un de ces tests échoue, directement, l'unité de code, la méthode, la classe fautive va être isolée, permettant aux développeurs de détecter directement la source du problème. En fait, justement, c'est un peu de temps au départ pour les réaliser, quoique avec l'habitude, ça devient vraiment un réflexe et ça devient aussi rapide que de le faire autrement. Mais en cas de problème, là, on gagne énormément de temps. Alors, un participant nous demande également qui rédige le document de spécification détaillé et sous quelle forme est-il rédigé? Mais je pense l'avoir mentionné, c'est-à-dire donc il y a l'analyse, ça c'est vraiment pas le débat du jour et c'est pas trop mon métier, je vais dire, même si je me base énormément là-dessus. Pour chacune de ces US, on va décrire ces cas d'utilisation sous la forme que j'ai présentée tout à l'heure, en utilisant un langage qui s'appelle le Gherkin,
qui facilite effectivement l'automatisation, mais surtout qui facilite la structuration de la pensée en 3 étapes, qu'on appelle le given, donc le contexte, le when, l'action, et le then, le résultat qu'on espère avoir. Mais c'est simplement pour mieux structurer notre pensée. Ce langage, surtout, est prévu pour être partagé entre tous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est décliné dans toutes les langues du monde, dont le français. Et lorsque la langue véhiculaire du projet est le français, ben nous les rédigeons, excusez-moi, directement en français. Qui les réalise, c'est très variable d'un projet à l'autre. De plus en plus, nous favorisons, comme je l'expliquais, la collaboration. Dans les projets actuellement ouverts au SPOE, ce qui se passe, c'est que systématiquement, on présente ces scénarios en réunion hebdomadaire avec les utilisateurs réels, ou en tout cas des représentants du SPOE en l'occurrence, des gens de terrain, je vais dire, et qui vont en direct pouvoir corriger, amender, compléter ces différents scénarios. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, ben, on a la matière pour développer correctement, la matière pour tester correctement, et la matière pour valider, pour accepter, je vais dire définitivement, l'incrément produit. Alors, Laurent nous demande, sur le coût total d'un projet, quel est le pourcentage représenté par ces activités de testing? Alors, je n'ai pas la réponse clé en main. Pourquoi? Ça dépend énormément du contexte. Ça va dépendre de la complexité du projet, du nombre d'interactions qu'il va y avoir, peut-être du nombre de plateformes qu'on va cibler, s'il y a du mobile, s'il y a... Bref, j'ai pas la réponse là comme ça. Maintenant, pour reprendre une expression connue, vous vous posez la question du coût du test, mais posez-vous un peu la question de l'absence de coût de test. Posez-vous la question de ce qui se passe justement sans toute cette automatisation, sans cette garde-fou, sans cette possibilité de vérifier à tout moment dans quel état est le système. En fait, la réponse, je l'ai. Malheureusement, j'ai vécu d'autres projets où il n'y avait pas encore cette approche systématique. Il y avait quand même une certaine automatisation, mais il n'y avait pas cette approche complète, intégrée à l'ensemble du développement, qui est Built-in Quality. Et peu avant la livraison, il y a eu un gros changement qui est arrivé, qui a nécessité de revoir complètement notre copie. Sans garde-fou, ça n'a pas été évident du tout. Les développeurs ont dû chercher pour aller retrouver exactement où il fallait aller, où il fallait modifier. On n'avait plus aucune confiance dans le produit. Écoutez, je ne vous cache pas qu'on s'est arrêté de mémoire 6 semaines pour tester ensemble le produit ainsi corrigé. 6 semaines où on n'a fait que du test. Avec une approche comme Built-in Quality, c'est du passé, ça n'arrive plus ce genre de choses. Alors, Monsieur Gorby nous demande, est-ce que vos stakeholders business ont la possibilité de compléter les tests features en ajoutant leur propre scénario? Si oui, comment gérez-vous cette collaboration pratiquement? Je pense que j'ai déjà répondu. Donc, c'est vraiment par ce qu'on met en place maintenant dans les projets actuellement ouverts, les fameuses sessions de test review. On présente les cas qui sont préparés en amont, simplement pour une question d'organisation et de gestion du temps, je vais dire. Et ensemble, on en discute. Les parties prenantes ont tout à fait la possibilité, à ce moment, de les modifier. Vous avez vu peut-être tout à l'heure, dans l'exemple avec les calculs d'impôts, qu'il y a une structure de base et en dessous, il y avait un tableau qui reprenait quelques exemples. Je pense qu'on avait 2 situations, 2 ensembles de données avec un résultat attendu. Cette forme facilite aussi l'ajout d'exemples de manière assez rapide par le métier. Maintenant, nous privilégions de le faire ensemble avec un spécialiste du test. De nouveau, je préfère travailler en collaboration et en discussion qu'en se transmettant le flambeau avec tout le risque d'erreur que ça engendre. Alors, la toute dernière question, donc faites-vous également des tests statiques sur le code, de la calorimétrie du code?
Oui, tout à fait. Je pense même qu'il y a un mot dans les slides, mais voilà, j'ai ciblé mon propos. Mais il y a bien sûr de l'analyse statique qui est faite. Concrètement, c'est au même stade que les tests unitaires. Donc, c'est à chaque construction, chaque build, à chaque construction de l'application. Donc, le code est screené, je vous l'ai dit, manuellement par un collègue, la partie en tout cas qui vient d'être développée, mais l'ensemble du code va passer dans un outil automatisé qui va identifier des erreurs communes, je vais dire, des mauvaises pratiques, peut-être du code qui n'est plus utilisé ou ce genre de choses, et donner un indice de qualité à chacun de ces modules. Voir directement des propositions que les développeurs. Donc, les développeurs ont accès à ces rapports quotidiennement, comme pour les rapports des tests automatisés, et ben, prendront action rapidement pour éviter justement l'accumulation de ce qu'on appelle la dette technique, donc toute une série de choses qui fonctionnent plus ou moins, mais qui représentent un risque pour l'avenir. Bien, nous n'avons plus de questions. Merci Denis pour cette présentation très intéressante qui a suscité quand même pas mal de questions. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées et de votre réactivité. Mais avant cela, je tiens également à remercier les personnes qui ont travaillé sur ce webinaire. Donc, il y a les équipes d'NRB et les équipes d'Afelio. Un tout grand merci. Alors, si vous avez encore des questions, je vous invite à envoyer un mail à marketing@afelio.be, marketing@nrb.be ou alors auprès de Denis qui vient de faire la présentation ou Katia, la responsable marketing de chez Afelio. Voilà, je vous remercie, vous souhaite une excellente journée. Espère vous revoir très bientôt lors d'un prochain webinaire que nous ne manquerons pas de vous partager via les réseaux sociaux ou via notre site web. N'hésitez pas également d'aller sur notre site web dans l'onglet Actualités ou événements et vous verrez tous les événements qui sont organisés par NRB ou par nous-mêmes ou auxquels on participe. Voilà, merci beaucoup, une bonne journée et à très bientôt.